Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le combat contre les flammes n'est pas terminé dans l'Aude. 2000 pompiers restent mobilisés pour tenter d'éteindre le gigantesque incendie qui a parcouru 17 000 hectares en l'espace de 48 heures dans le massif des Corbières. Le feu a été fixé hier. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Les habitants, encore sous le choc, mesurent peu à peu l'ampleur des dégâts. Oui, même si de nombreuses routes restent coupées, que des villages sont encore inaccessibles ce matin, les habitants déplacés ont quand même pu voir des images aériennes, des dégâts qui sont colossaux et ces habitants sont bouleversés, à l'image de Pascal. On a peur de tout perdre quand même. On a vu des images partout, on a eu plein de fausses informations, mais on ne sait jamais vraiment tout. On est dans l'attente de savoir si c'est bien, si c'est mal. C'est terrible d'attendre, quoi. On sait qu'il y a des hangars de brûlés, tout ça, qui est atroce pour des copains. Et une maison ou deux a été brûlée, c'est terrible. Voilà l'attente qui reste longue avec ces nombreux habitants comme Pascal qui attendent toujours de pouvoir enfin rentrer chez eux. Certains endroits sont toujours privés d'eau, d'électricité. La solidarité continue de s'organiser un peu partout. Et du côté du front de l'incendie, le combat continue. Le balai aérien des Canadair va pouvoir reprendre ce matin après une nuit de lutte au sol contre la reprise des flammes. Et un gros motif d'espoir maintenant que le feu est fixé, c'est que la météo est aujourd'hui favorable, nous indique la préfecture, avec le retour d'un temps humide. Le ciel est chargé ce matin, un petit crachin est en train de tomber, ce qui ne sera pas de trop pour aider les pompiers à maîtriser cet incendie. Stéphane Burgat, envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Aude, et hier soir 1500 foyers étaient toujours privés d'électricité. Le bilan humain de cet incendie inédit fait état d'un mort et de 18 blessés, dont 16 pompiers. Un mandat de recherche émis par le parquet de Vienne pour retrouver l'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marne en Isère. L'élu est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Le suspect est un habitant du village. Il avait un différend avec le maire pour une affaire de travaux effectués sans autorisation. Et justement, nous sommes en direct ce matin avec le président de l'Association des maires de France sur Europe 1. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je m'adresse au maire de Cannes que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que être maire, c'est devenu dangereux ? Dangereux, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais on est, je le vois tous les jours dans ma commune et j'ai tous les jours aussi des remontées du terrain. On est de plus en plus menacés, exposés soit à du dénigrement de personnes qui sont frustrées de ne pas obtenir ce qu'elles veulent, soit de menaces physiques. Je vous donne un exemple très précis. Hier, j'ai fait fermer un établissement de nuit qui générait des troubles à l'ordre public et il fallait prendre une décision rapide. Le responsable de l'établissement menace de venir régler ses comptes. Voilà. Donc, alors, est-ce que ce sont des paroles en l'air ? J'en sais rien, si vous voulez. Donc, on peut pas vivre avec la pression, enfin la trouille tout le temps. Mais c'est une réalité que l'on constate quand on intervient sur un rodéo urbain, parce qu'on est les premiers présents. Lorsqu'on demande à des gens de ne pas jeter leurs déchets dans la rue, moi ça m'arrive souvent. On le dit gentiment parce qu'il faut savoir le faire. Et puis il y a des gens qui le prennent très mal. On voit bien qu'il y a un délitement civique qui est quand même très profond dans la société et qui pour moi a un énorme problème. À ces violences, il faut ajouter des indemnités qui sont parfois faibles quand on est élu d'une petite commune. Est-ce que vous redoutez pour les prochaines élections municipales dans quelques mois une crise des vocations et des maires qui ne se représenteront pas ? Alors, on ne peut pas encore le dire. On étudie chaque année l'AMF avec Cevipof les motifs de découragement des maires, puisque il y a en ce moment, depuis le début du mandat, 40 maires qui démissionnent par mois. Et pas que dans les petites communes. Les petites communes, on n'a pas d'ingénierie et on est très exposé, mais dans les communes moyennes aussi, enfin, je veux dire, et y compris dans les grandes communes, on a des démissions partout maintenant. Et dans les premiers motifs de découragement, le premier motif, c'est pas la violence, c'est pas la faiblesse des indemnités, qui est faible, y compris d'ailleurs dans les grosses communes, c'est vraiment la difficulté croissante à agir. C'est-à-dire le fait que, et moi j'ai assez d'expérience maintenant pour voir que on est passé d'un régime de responsabilité et de liberté à un régime d'autorisation préalable de services de l'État qui ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez la direction régionale de l'environnement qui vous dira le contraire de la direction départementale du territoire, qui elle-même ne sera pas d'accord avec le préfet, qui lui-même contestera la décision de la MRAE, et je vous en passe. Donc on a cette hyper-bureaucratie, cette multiplication des normes. Parallèlement, des moyens financiers, on nous a mis sous tutelle de l'État, alors qu'on ne demandait rien. L'État, alors qu'on nous a mis sous tutelle ou sous perfusion du malade, puisque l'État est dans une situation budgétaire catastrophique. Donc c'est la difficulté à agir. Merci David Lisnard.
Et non, mais c'est très important parce que c'est une crise de la démocratie. Vous parliez des incendies tout à l'heure. Je suis en lien avec les maires de l'Aude, avec Éric Ménassi. On est tous solidaires. Mais s'il n'y a plus les maires aujourd'hui, notre République, elle s'effondre définitivement. Donc il faut vraiment revitaliser la démocratie préférés locale. des Français. Merci. Merci à vous. Merci David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Merci pour votre réaction directe sur Europe 1. Le plan de Benyamin Netanyahou pour vaincre le Hamas, approuvé cette nuit par le cabinet de sécurité israélien. C'est donc une nouvelle phase de la guerre à Gaza qui va s'ouvrir. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Dans l'immédiat, l'armée israélienne va prendre le contrôle de la ville de Gaza. Oui, la décision a été prise au terme d'une réunion longue d'une dizaine d'heures du cabinet restreint. Il ne s'agit pas encore d'occuper l'ensemble du territoire de la bande de Gaza, même si cet objectif a été confirmé hier par Benyamin Netanyahou dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine Fox News. Pour l'heure, il a été décidé de lancer les troupes sur la ville de Gaza après en avoir évacué les habitants vers le centre du territoire. L'opération d'évacuation elle-même pourrait durer plusieurs mois. L'objectif est qu'elle s'achève à la date symbolique du 7 octobre 2025, soit 2 ans, jour pour jour, après l'offensive terroriste du Hamas. Un plan qui est loin de faire l'unanimité. La réunion du cabinet restreint a d'ailleurs été houleuse. Le chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir, a exprimé ouvertement son désaccord. Selon lui, le plan adopté met en danger la vie des otages. Le général Zamir a également évoqué la situation humanitaire, la fatigue des unités opérationnelles de Tsahal après de longs mois de combats ininterrompus est un autre motif d'inquiétude pour la haute hiérarchie militaire. Mais la solution alternative qu'elle a suggérée, à savoir des opérations ponctuelles et un encerclement de Gaza-ville, n'a pas été retenue. Pour le gouvernement, elle n'aurait pas rendu possible ni la victoire sur le Hamas, ni la libération des otages. Merci Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Un accord de paix historique sera signé aujourd'hui à la Maison-Blanche entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie après plusieurs décennies de conflits autour du contrôle du Haut-Karabakh. Cette région longtemps contrôlée par les séparatistes pro-Erevan avait été reprise par Bakou suite à une offensive militaire éclair en septembre 2023. L'Algérie va mettre fin à la gratuité des biens immobiliers à disposition de l'ambassade de France. Dernière illustration en date de l'escalade des tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Cela dure depuis 1 an. Cette semaine, Emmanuel Macron a durci le ton, appelant son gouvernement à faire preuve de davantage de fermeté vis-à-vis du régime algérien. Message bien reçu par le Premier ministre Jacques Serret. Oui, François Bayrou salue le virage diplomatique souhaité par Emmanuel Macron. Si vous reprenez vos archives, vous aurez trouvé une déclaration il y a 3 mois, peut-être 4 mois, après un comité interministériel dans laquelle nous avions annoncé exactement les décisions et les principes que le président de la République a repris hier. Et donc on va les appliquer. Le Premier ministre acte la suspension de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. Pas question pour autant de claquer définitivement la porte au régime d'Abdelmadjid Tebboune. Le but du gouvernement et des autorités françaises et du président de la République, c'est de faire respecter les principes de l'accord et de retrouver des relations normales un jour. La France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel, insiste François Bayrou, tout en soulignant que le principal problème aujourd'hui est la non-réadmission dans leur pays des Algériens jugés dangereux par Paris. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Le Conseil constitutionnel se comporte comme un législateur, déplore Marine Le Pen. Le niveau d'ingérence des juges constitutionnels devient un vrai problème pour notre démocratie, indique le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Tollé à droite depuis hier soir et la censure par les sages de l'article clé de la loi Duplon, à savoir la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit en France mais autorisé partout ailleurs en Europe, Charles Bouchin. Oui, le Conseil constitutionnel a estimé que cette mesure aurait des incidences sur la biodiversité et pourrait engendrer des risques pour la santé humaine. Le retour de l'acétamipride était réclamé par les syndicats agricoles et notamment les producteurs de prunes, de betteraves et de noisettes. Alors cette censure inquiète Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. On va se poser des questions sur notre avenir, qu'on soit en bio ou en conventionnel. On ne pourra pas tenir parce que la baisse des rendements sera telle que financièrement, économiquement, ça ne tiendra pas. Donc c'est la fin de l'agriculture. Aujourd'hui, la molécule de la famille des néonicotinoïdes est autorisée dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui pourrait avoir des conséquences à terme sur la souveraineté alimentaire de la France selon elle. C'est peut-être demain aller vers une agriculture qui sera de plus en plus industrielle. On aura plus d'importations, moins de contrôle, plus de problèmes de santé, plus de problèmes d'environnement et on n'aura pas une alimentation moins chère. Donc on aura tout faux. La présidente du syndicat agricole réclame désormais que le gouvernement assume jusqu'au bout en contrôlant et en interdisant l'importation de fruits et légumes traités par ce pesticide dans les autres pays européens.
Charles Bouchin et l'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron prend bonne note de la décision du Conseil constitutionnel. Le président de la République promulguera la loi du plomb sans la mesure controversée dans les meilleurs délais. Alors faut-il se satisfaire que 9 juges non élus puissent décider d'un texte législatif pourtant adopté par le Parlement? Nous posons cette question à Benjamin Lucas lundi. Le député social et écologiste sera avec nous en direct dans un instant. Autre décision des sages très commentée, la censure de l'allongement de la durée maximale de séjour en centre de rétention administrative pour les clandestins les plus dangereux. Le Parlement avait porté le délai légal de 90 à 120 jours. Un texte adopté en réaction notamment au meurtre de la jeune Philippine commis en septembre dernier par un Marocain qui venait précisément de sortir d'un CRA. 2 400 000 personnes au chômage en France au deuxième trimestre, c'est-à-dire 7,5% de la population active. Un chiffre stable par rapport au premier trimestre, donné révélé ce matin par le Bureau international du travail. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h11. En football, après une saison extraordinaire marquée par le sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait être à la fête lors de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or le mois prochain. Pas moins de 9 joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans la liste des 30 nominés pour le plus prestigieux des trophées individuels, Thomas Guignaud. Oui, ce sont presque tous les titulaires de la finale de la Ligue des Champions qui sont présents, à commencer bien sûr par le grand favori, le français Ousmane Dembélé. Seulement qu'à l'appel, les défenseurs centraux, Marquinhos et William Pacho. Mais le PSG pourrait surtout faire un carton plein lors de cette cérémonie. Désiré Doué, nommé aussi pour le Ballon d'Or, pourrait repartir avec le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune. Gianluigi Donnarumma, lui, est en lice pour le trophée Yashin, décerné au meilleur gardien. Et l'architecte de cette équipe, Luis Enrique, pour celui du meilleur entraîneur. Cerise sur le gâteau, le club de la capitale pourrait décrocher le titre de club de l'année. Du côté des autres Français, on retrouve bien sûr l'inévitable Kylian Mbappé pour sa première saison au Real Madrid, toujours à la recherche de son premier Ballon d'Or. Alors la France aura-t-elle un successeur à Karim Benzema, vainqueur en 2022 dès cette saison? Réponse le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Thomas Guignaud. Merci Maël Hassani. Il est 8h13 sur Europe 1.